vous êtes dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis du mardi. Et c'est déjà la dernière de cette saison 2024. Et pour l'occasion, j'ai Olivier Canton à mes côtés. Salut Olivier. Oui, salut, mais c'est pas moi l'invité principal. Et non, parce qu'on a un invité de marque aujourd'hui. Oui, c'est Arthur Cazot qui est avec nous. Salut Arthur. Salut à tous. Bienvenue dans Retour Gagnant. On est très heureux de t'accueillir. Comment ça va ? Merci déjà. Ça va super, ça va mieux. Là, j'avais terminé ma saison sur une petite blessure à Metz. Mais là, ça va, je me suis guéri et là, j'entame ma préparation foncière pour préparer la saison 2025. Donc ça va. On va reparler de la saison 2024 justement, on va revenir sur les hauts, les bas qu'il y a pu avoir cette année. Et la saison 2024 également dans son ensemble qui s'est achevée avec la Coupe Davis le week-end dernier. Les adieux de Rafa au tennis, ça fait quelque chose de se dire qu'on ne le reverra plus sur un court de tennis. Ça fait surtout quelque chose pour Arthur. Forcément, moi, Rafa, c'était mon idole. C'est un peu grâce à lui que je me suis mis au tennis. Donc ça m'a fait un petit truc au cœur de le voir partir. En plus, j'ai pu voir son match. C'était triste de le voir à ce niveau-là où il avait du mal à se déplacer. Mais il y a, je pense, une légende de ce sport qui vient de partir et je suis pas le seul à avoir été touché par son départ, quoi. Nous aussi, on a été touchés, on va en reparler. On a une tradition, Arthur, dans l'émission, ça s'appelle la Minute hors cours. On compile les images insolites, un petit peu en dehors du cours, ce que les joueurs et les joueuses partagent sur les réseaux sociaux. Mais pour cette dernière de Retour Gagnant, on a décidé de consacrer cette Minute hors cours à Rafael Nadal, morceau choisi. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you... He looks at me, You know what? I'm gonna play an exhibition. C'est vrai que c'est drôle. ¿Dónde? Hi, Shanghai. Can you see that? Yes. Shanghai. Very good. Thank you. Okay, we are waiting. Finally. Are we in? Did we make it? Finally. My God. Oh. Et là, regardez. Nadal. Rafael Nadal. Qui dispute ces Jeux Olympiques également. Ça fait partie des images fortes, cette flamme olympique pour Rafael Nadal avec Zizou en plus, c'était la classe. Ouais, c'est des images super fortes, en plus pendant les Jeux. Mais je trouve que c'était bien de le mettre dans la cérémonie. C'est quand même une image de Paris, même s'il n'est pas français. Je veux dire, gagner 14 fois Roland-Garros, un tournoi aussi emblématique dans le tennis et dans le sport. Non, c'est des images super fortes. Et même les images d'avant, ça montre, je pense, le personnage, ce côté simple qu'il a. Et en même temps en étant un grand champion et une légende de ce sport. Donc non, Rafa, c'était quelqu'un. On sent beaucoup d'admiration. Je crois qu'il y a une pointe de regret de jamais avoir pu frapper la balle avec lui. Ouais, forcément. C'est une de mes petites déceptions de cette année. Je me disais, purée, c'est ma première année où je suis sur le circuit ATP. Je savais qu'il fallait que je me presse si je voulais le jouer ou le jouer contre Rafa. lui en match. Mais c'est comme ça, j'ai pas pu échanger la balle avec lui. J'ai eu la chance d'échanger une conversation avec lui sur un événement Babola. Mais petite déception de ne pas l'avoir affronté, quoi. On sait jamais, sur une exhibition, pourquoi pas. On va revenir sur ta saison, Arthur, sur ce début d'année avec le titre au Challenger de Nouméa, ce 8e de finale évidemment à l'Open d'Australie, à Dubaï aussi, et puis il y a eu le malaise à Miami, la blessure. C'est une saison qui a été un peu particulière, qui se termine bien. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'en retenir, qui se termine bien évidemment avec le 8e à Bercy et cette jolie histoire de Lucky Loser. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison 2024 au niveau des accomplissements que tu as pu obtenir ? Ouais, ça a été une saison riche en émotions. Je dirais, je pense que c'est le bon mot parce que je suis passé par toutes les émotions, que ce soit des positives, des négatives. J'ai super bien commencé la saison, comme vous l'avez dit.
Voilà, je gagne un titre, premier tournoi, je gagne un titre, donc c'était top. Ensuite, j'enchaîne super bien à l'Open d'Australie où j'ai plein de premières, premier top 10, premier match gagné en 5-7, première seconde semaine, donc c'était tout nouveau pour moi et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce début de saison. Et après, malheureusement, j'ai pas pu surfer sur la bonne vague, vu que j'ai eu ce malaise à Miami. Ensuite, un mois après, quand je reprends sur mon premier match de reprise, je me fais la cheville. À Barcelone. Ouais, à Barcelone, dès le premier set. Donc, un mois et demi d'arrêt. Donc, là, c'était plus une phase négative. C'était pas évident. J'ai mis en plus du temps à revenir avec ma cheville. J'avais toujours des douleurs, surtout la période de gazon. Donc, ça a été long à retrouver des sensations physiques qui étaient bonnes et qui étaient bonnes comme en début d'année, quoi. Donc non, c'était pas évident, mais comme je l'avais dit en début d'année, même quand ça allait bien, je savais que voilà, le tennis, c'est comme dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus durs. Et cette saison, ça me l'a bien montré. Voilà, où j'ai vécu des super choses et j'ai vécu des phases un peu plus compliquées aussi. Donc voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est une saison qui m'a beaucoup servi. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses et c'est tout ce que je recherche quand je fais du tennis. Donc c'est quand même une saison intéressante pour moi. Oui, c'est ça, parce que là, tu attaques cette nouvelle saison différemment. Tu es beaucoup mieux armé parce que déjà, tu attaques la saison, tu es 64e mondial, ton meilleur classement. Où est-ce que tu dois progresser encore par rapport à tout ce que tu as accompli? Quels sont les axes de progrès selon toi? Je dirais c'est beaucoup dans mon tennis. Je pense que je peux vraiment m'améliorer sur ma régularité à être agressif, à aller de l'avant. Quand je revois mes matchs, mes grosses victoires, que ce soit à Bercy, là en fin d'année ou même en Australie, je vais vraiment vers l'avant. Je pousse les joueurs à faire des fautes, j'essaye de les agresser et j'ai pas su le reproduire sur tous mes matchs cette année, sur tous les tournois. Donc je pense que c'est trouver une régularité dans ces intentions-là, des intentions agressives et pas forcément me contenter de courir et d'être solide. Donc de toute façon à ce niveau-là, faut être bon partout, faut aller chercher les points, faut aller chercher les victoires et donc je pense que c'est un des grands axes de travail que je vais peaufiner en tout cas sur cette pré-saison. C'est ça le plus dur, c'est de rester à ce top niveau maintenant. On le voit, les meilleurs qui arrivent à avoir ce niveau moyen très élevé tout au long de l'année. Tu as commencé à travailler avec Sam Sumik comme coach, peut-être aussi pour t'apporter cette connaissance du très très haut niveau. Oui, j'avais arrêté ma collaboration avec Stéphane Huette qui m'a beaucoup apporté. C'est grâce à lui que je suis arrivé à ce niveau-là aussi. Donc avec Steph, on a fait vraiment un très très bon boulot. On a fait un super début de saison. Mais je trouvais que j'étais arrivé à un stade où j'avais envie de découvrir encore plus. C'est pourquoi j'ai choisi d'arrêter cette collaboration et après j'ai rencontré Sam. Je trouvais que ça pouvait être quelqu'un qui pouvait m'apporter sur certains points et pour l'instant ça se passe bien, donc j'espère qu'il va m'apporter, qu'il va m'aider à progresser encore plus et parce que j'ai envie d'aller le plus haut possible. J'ai envie de voir la meilleure version de moi-même, le meilleur joueur possible. Donc je fais tout pour continuer à progresser. Sam Sumik, qui est l'ancien coach d'Azarenka, de Muguruza, qui a gagné des grands chelems, qui a amené ses joueuses à la première place mondiale. Voilà, on sent poindre l'ambition chez vous quand on vous écoute et on voit cette volonté d'aller prendre des coachs qui sont allés gagner au très très haut niveau. Ouais. Après avec Sam, ce qui est particulier, c'est qu'il a eu que des femmes. Et je pense que c'est aussi un challenge pour lui de collaborer avec un homme et de vouloir l'amener au haut niveau. Il a côtoyé ça avec les femmes, il a gagné des grands chelems, il a entraîné des numéros 1 mondiaux. Donc non, ça va être intéressant de voir comment ça va matcher, vu que c'est tout récent encore. Mais pour l'instant, ça se passe bien comme je l'ai dit, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2025. Vous avez parlé d'objectifs pour 2025 justement, ou on y va petit à petit, être à 100% physiquement on a parlé d'objectifs de travail, beaucoup avec Sam. On ne s'est pas forcément fixé des objectifs de résultats ou de classement, mais moi, en tout cas, au fond de moi, j'ai envie de me rapprocher du top 30 l'année prochaine.
Voilà, je m'étais déjà fixé comme objectif top 50 cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu l'atteindre. Il y a eu aussi tous les bobos, donc ça m'a aussi freiné dans ma lancée. Mais il n'y a pas d'excuses. Et si j'arrive à progresser sur tous les secteurs que j'ai cités avant, à réussir à produire des niveaux de jeu plus souvent, comme j'ai pu le faire sur les gros tournois, voilà, il n'y a pas de raison que je ne me rapproche pas du top 30, même si c'est un objectif ambitieux. Je sens que j'ai les capacités et en tout cas, je vais tout donner pour y arriver. On a eu une autre surprise ce week-end en même temps que la Coupe Davis, c'est l'annonce d'un nouveau coach pour Novak Djokovic. Ça n'a pas dû t'échapper, Arthur. Ça a été un petit peu une bombe quand il a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux qu'il allait travailler avec son grand rival Andy Murray, retraité des cours tout récents. Il y a un lien privilégié entre ces deux joueurs qui sont de la même génération, qui se connaissent depuis longtemps, qui se sont beaucoup joués. Ça t'a surpris qu'il travaille avec Andy Murray, Novak ? Ça m'a tellement surpris que quand j'ai vu la notif Eurosport Murray, nouveau coach de Novak, je me suis dit mais c'est une blague ou, On n'est pas le 1er avril. On n'est pas en avril, il n'y a pas de raison que, en plus Eurosport c'est certifié quand même. Je veux dire, c'est du sérieux. Merci. C'est du sérieux. Et je dis pas ça parce que je suis sur le plateau aujourd'hui. C'est bien, il est bon. Mais non. Et après, quand j'ai vu après le poste de Novak, tout ça, je me suis dit ah ouais d'accord. C'est sûr, ça a fait un peu le buzz. Je pense que c'est jamais arrivé que deux joueurs de la même génération, qu'il y en ait un qui coach l'autre, surtout qu'ils ont été rivaux pendant des années. Mais non, mais je crois que j'ai entendu que Novak avait beaucoup de respect pour Andy Murray. Ouais, ils sont amis. Même, et de toute façon, je pense que c'est la base dans une collaboration, le respect du joueur envers le coach et inversement aussi. Et non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est deux joueurs qui s'entendent bien. Je pense que les deux peuvent apporter quelque chose. Donc ça va être intéressant de voir ça en début de saison. Et ça montre que aussi Novak a encore envie de montrer de nouvelles choses et d'aller chercher des titres parce qu'il essaye de trouver des solutions. Donc c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est un message envoyé aux adversaires pour dire attendez, cette année, je n'ai pas gagné le Grand Chelem, mais à 37 ans, je suis là, j'ai encore envie d'être compétitif, je veux encore gagner des Grands Chelems. Murray, on le connaît, c'est un maître tacticien, il a été numéro 1 mondial, il a gagné des Grands Chelems. Ils se sont souvent joués avec Djokovic, il l'a souvent battu d'ailleurs. Vous l'avez affronté d'ailleurs, Andy Murray, c'était en finale d'un challenger. On voit les images ici, c'était à Nottingham. Ça fait quoi d'affronter une légende? Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Ça avait été une belle expérience pour moi parce que Andy, ça a quand même été une inspiration pour moi quand j'étais jeune. Il y avait beaucoup d'entraîneurs qui alors je trouve que je ressens pas trop, on n'a pas trop le même style de jeu, mais il y en avait qui me comparaient dans le style de jeu, voilà, où j'étais solide, je me déplaçais bien. Après, on n'a pas les mêmes frappes, il varie quand même plus. Mais ça a été une bonne source d'inspiration parce que on voit qu'il a une grosse caisse physique, que c'est pas celui qui a la plus grosse frappe du circuit, mais il a réussi à être numéro 1, à gagner des grands chelems, à battre tous les meilleurs joueurs. Et ça montre qu'il arrivait à trouver des solutions autre part et il a une combativité. Moi, c'est ce que j'aime chez ce joueur, c'est que sur le court, c'est un vrai guerrier. Il lâche rien, il se bat sur tous les points, il va chercher tous les points. Et c'est sur ça que je m'inspirais beaucoup de lui. Il a une haine de la défaite, Murray. Et puis surtout, il connaît bien aussi les adversaires que va affronter Novak Djokovic en 2025, avec cet objectif, on le sait, d'aller remporter ce 25e Grand Chelem. Et ils ont une stat assez dingue. C'est les seuls, Novak Djokovic et Andy Murray, c'est les seuls joueurs à s'être affrontés au moins une fois dans les 4 tournois du Grand Chelem, aux Masters, aux Jeux Olympiques et dans les 9 Masters 1000. Même Nadal et Federer, même Djoko avec Federer, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est les deux qui se sont le plus joués, ils se connaissent très bien. Et donc il connaît aussi bien le jeu de Novak. Ça peut être intéressant d'avoir quelque chose à lui apporter là-dessus parce que qui peut entraîner d'autres, un coach lambda entre guillemets pour Djoko, c'est intéressant d'aller chercher un ancien joueur qui à la fois connaît son jeu et connaît le jeu de ses adversaires parce qu'il vient d'arrêter. Ouais, c'est sûr, ça va être un plus pour Novak. Maintenant que Murray est plus sur le circuit, peut-être il sera plus apte à lui dire voilà, quand je te jouais, moi j'aimais bien aller sur ça, je trouvais que tu étais moins bon sur ça, donc ça peut être un gros plus pour Novak.
Après, bon, je sais pas si Novak il cherche un coach avec de l'expérience. Je veux dire, c'est celui qui a été le plus titré C'est ça. dans le tennis. Qu'est-ce qu'on peut encore lui apporter, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense pas qu'il s'est dit bon, je vais prendre Murray pour l'expérience. Novak, c'est celui qui a le plus d'expérience, je pense, sur tous les tournois du monde. Donc non, ouais, faudrait lui demander. Je sais pas si c'est encore exprimé sur son choix. Pas encore, Pas encore, ouais. Mais ça peut être intéressant de savoir pourquoi il a pris Andy Murray. Mais je pense, c'est atypique, ça va être une relation atypique, mais ça va être intéressant de voir ce que ça La va boxe, donner. ça va être sympa. Ouais, c'est ça. Quand il va lui hurler dessus, ça va être très sympa. Ah ben c'est deux joueurs, en tout cas c'est deux joueurs qui vont se comprendre Ouais, c'est ça. dans le sens où c'était deux joueurs qui aimaient bien gueuler sur leur staff. Donc peut-être si Novak gueule sur le staff, Andy va peut-être plus le comprendre, il va se dire j'étais aussi comme ça, je peux comprendre ce qu'il ressent actuellement. T'es pas comme ça, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai. Ben, moi, même durant mes matchs, je ne suis pas le joueur à regarder énormément ma boxe. Et non, je suis pas celui qui va gueuler sur son staff. Je pense que mes parents me mettraient une petite soufflante si je venais à faire ça. C'est bien, c'est bien. Ouais. Bonne éducation, c'est bien. Ouais, bah oui, il faut. Et tu y crois, toi, ce 25e Grand Chelem pour Novak Djokovic en 2025 ? Oui, je pense qu'il va faire partie de ceux, en tout cas des outsiders potentiels pour gagner un Grand Chelem. Novak, ça reste Novak. On sait sa force sur les moments importants, les matchs, les gros matchs et surtout en Grand Chelem, son efficacité. Après, Sinner a montré quand même un niveau sur cette saison qui a été incroyable, du début à la fin, d'une régularité époustouflante. Et après, Alcaraz, les Zverev, ça reste du très sérieux. Donc non, il y a... Et Caso. Et Caso, oui. C'est le Français qui a brillé en cette Oui, fin d'année. je m'entraîne pour. Et quand vous dites, même que ce soit les Humbert, les fils, ça va être des bons clients sur ces gros tournois. Donc non, il y a plein de joueurs que je peux voir gagner un Grand Chelem. Donc ça va être intéressant cette saison 2025. Ça va être cool. Tu parlais de Sinner, justement. On va revenir sur la victoire de l'Italien avec son équipe. Deuxième Coupe Davis consécutive remportée par l'Italie. Les filles qui remportent la Billie Jean King Cup. C'est du sérieux, l'Italie en tennis en ce moment. Et avant de revenir là-dessus, on va se faire un petit plaisir. On va revoir les plus beaux points de Yannick Sinner sur le circuit en 2024. C'est préparé par Benjamin Popovic.
c'était impressionnant de le voir évoluer sur le circuit cette année, Sinner. On le voyait venir quand même avec cette fin d'année 2023 canon, la victoire en Coupe Davis. Est-ce que tu t'attendais quand même à cette ultra-domination de l'Italien en 2024 ? Ultra domination, non. Je m'attendais à ce qu'il gagne un grand chelem. Je n'étais pas surpris sur ça parce que ça fait des années qu'il joue l'acier. Et que c'était un gros potentiel pour gagner un grand chelem. Et non, par contre, comme je l'ai dit avant, il m'a vraiment impressionné sur sa régularité sur chaque gros tournoi. Très rares ont été les défaites sur des joueurs moins forts ou des joueurs largement moins bien classés. Donc non, il a vraiment fait la différence là-dessus. Et sa fin de saison, il n'a pas perdu un match, je crois, depuis l'US. Oui, depuis Cincinnati, il a 30 victoires sur ses 31 derniers matchs. matchs. C'était la finale à Pékin. Ouais, c'est ça. Donc c'est monstrueux. C'est juste impressionnant. C'est 92% de victoires cette année quand on regarde les On voit les chiffres. stats. Ouais, je vous renvoie sur d'ailleurs l'article sur eurosport.fr de Maxime Battistella qui explique bien qu'en termes de pourcentage, de nombre de victoires, il est dans le top 5 de l'histoire. Avec Federer, il est avec Djokovic qui ont fait un petit peu mieux. Federer il est allé en 2005. En 2005, il fait 95% de victoires, mais c'est une saison monstrueuse. À la hauteur de ces noms-là. Oui, alors à pondérer par rapport aux grandes années de Djokovic, Federer, Nadal, où eux, ils réussissaient le petit chelem. Lui, il n'a remporté entre guillemets que 2 titres du Grand Chelem. Ça reste une saison monstrueuse, mais on ne peut pas la mettre au même niveau que les grandes saisons de Djokovic ou Federer ou Nadal. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le croiser, Sinner, un peu, le côtoyer. Sinner, oui, mais forcément, dans les vestiaires, je l'ai croisé 2-3 fois. On n'a jamais vraiment discuté. Mais non, je l'ai croisé quelques fois. Je n'ai jamais eu la chance de taper avec lui aussi. Donc c'est sûr, ça peut être intéressant si j'arrive une fois à taper avec lui, discuter, surtout qu'on a quasiment le même âge, il est juste âgé d'un an de plus. Donc, Ça se passe comment d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien le grand public, les entraînements, on s'envoie des messages entre joueurs, entre agents, entre coachs? Ouais, c'est ça. Des fois, c'est les entre agents, on essaie de programmer des entraînements, ou des fois entre joueurs quand on se croise, tu veux taper à cette heure-ci ou quoi. Sinon, c'est les coachs souvent. Les coachs qui parlent entre eux. Et après, des fois, quand on trouve personne, on se met en looking au practice desk du tournoi. Et il y a des joueurs qui peuvent se mettre avec nous. Donc des fois, on a des surprises, on peut taper avec un rude comme ça. Et après, sinon, c'est plus de la programmation en amont, soit via les coachs, soit via l'agent ou via nous-mêmes, les joueurs, si on se croise. Okay. Quand on ne connaît pas bien un joueur, quand c'est par exemple un top 10, quand c'est un Casper Ruud qui arrive, on discute un peu ou non? C'est vraiment, on arrive, on tape. Il y en a qui sont plus discrets que d'autres, forcément. Chacun a son propre caractère. Moi, c'est vrai que j'aime bien de quand même essayer à discuter, à apprendre à connaître la personne. Et des fois, ça nous amène à avoir des discussions sympas. Donc, vu que je suis encore jeune, que c'était que ma première année sur le circuit, j'aimais bien gratter 2-3 discussions avec des gros joueurs. C'est toujours cool. C'est sympa. On a parlé de cette Coupe Davis. Donc, Sinner est allé remporter pour la 2e fois avec l'Italie. Est-ce que c'est un objectif pour toi d'y participer, d'être sélectionné avec l'équipe de France? Ouais, moi, ça m'a toujours tenu à cœur. De jouer pour l'équipe de France, de représenter son pays, de porter la veste équipe de France. Non, c'est comme je le disais, même jeune sur les compétitions par équipe junior, ça a toujours été quelque chose qui me motivait et ça va être un de mes objectifs aussi pour l'année prochaine, essayer de gagner d'avoir ma première sélection avec l'équipe de France et forcément à moyen terme, long terme, si arriver à gagner une Coupe Davis avec son propre pays, c'est quand même quelque chose de beau et de fort et j'en serais très reconnaissant. En plus, tu travailles encore un peu avec Laurent Raymond qui s'occupe aussi maintenant de l'équipe de France. Ouais, c'est ça, Laurent qui est entraîneur de l'équipe de France et qui m'a aidé là, sur la fin de saison. J'ai fait quelques semaines avec lui, même en début de saison. Donc non, toujours top de travailler avec lui. Et voilà, et maintenant, il me reste à prouver que j'ai ma place dans cette équipe et à gagner ma première sélection. Oui, tu as eu l'occasion de parler avec le staff de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'ils te disent pour essayer peut-être d'intégrer cette équipe à terme? Oui, parler, parce que ce soit Paul-Henri Mathieu, Laurent Raymond, ils sont tous
Ils sont tous sur les gros tournois, même des fois quand ils sont au CNE, voilà, ils sont présents avec tous les joueurs, pas que ceux qui ont été sélectionnés en équipe de France. Donc c'est bien, il y a une certaine proximité avec les joueurs et le staff. Donc c'est cool et après on n'en a pas vraiment parlé, ils vont pas être là à me dire bon il te manque ça pour être sélectionné, mais je sais sur quoi je dois travailler pour être meilleur et je sais que voilà, si j'arrive à continuer à progresser et à être meilleur, je vais me rapprocher d'une probable sélection, donc je vais tout faire pour en tout cas. De la même génération que Arthur Fils, que Giovanni Mpetich-Perricard, tu les connais bien, tu as pu échanger avec eux à Bercy Ouais, mais je les connais super copains. bien. On s'entend super bien. Bon, ils sont même un peu plus jeunes que moi et franchement, ils ont fait une saison encore plus folle que la mienne. Et je repense au titre d'Arthur ou même de Giovanni en fin de saison. Ils ont fait une année franchement incroyable. Mais ça m'étonne pas trop parce que c'est deux gros bosseurs avec des caractères différents, mais ils sont très sérieux. Ils ont la gagne en eux. Et voilà, ils produisent un tennis qui est quand même assez remarquable avec des profils différents. Mais non, je ne suis pas étonné de leurs résultats et je suis sûr qu'ils vont encore aller plus haut et être dangereux sur les gros tournois. Ça tire vers le haut, ça. C'est un sport individuel, le tennis, mais quand il y a une densité, une émulation dans une même équipe, ça vous booste, ça? Vous le sentez? Il y a une énergie collective comme ça? Ouais, clairement. Avant, on s'entraînait au CNE, au Centre national d'entraînement de la Fédé, donc on était encore plus proches l'un de l'autre. Là, forcément, vu qu'on est un peu au plus haut niveau, on a nos équipes. Mais oui, on le sent, je pense. Que voilà, d'avoir une génération comme ça, même avec Lucas Van Hache ou d'autres, on sent qu'on a une forte génération et qu'on a envie d'être devant, d'être le premier, d'avoir les meilleurs résultats. Donc indirectement, on se pousse mutuellement pour être meilleur et aller plus haut. Donc non, c'est top d'avoir ce vivier de joueurs, même ceux qui sont un peu plus vieux, qui restent jeunes comme Humbert. Tout ça, c'est top d'avoir une grosse génération comme ça de joueurs français jeunes. Et c'est l'avenir. Il y a une page du tennis qui est en train de se tourner cette saison avec l'arrêt de Andy Murray, de Rafael Nadal, donc après Federer. Djokovic est encore là, mais on a vu qu'il y avait des jeunes qui poussent et qui sont contents d'être au plus haut niveau. SV a analysé pour nous ce tennis d'après. Est-ce si grave la fin du Big Free? On regarde cette vidéo de SV et on en reparle juste après. Afin de répondre à cette question, il va falloir un petit peu de contexte. Pour faire simple, le tennis masculin a connu 2 âges d'or depuis le début de l'ère Open. Le Big Four, bien sûr, avec un pic d'intensité énorme entre 2008 et 2015, mais qu'on peut étendre plus largement au premier titre de Federer à Wimbledon en 2003 jusqu'à aujourd'hui. Donc en gros, 20 ans de domination, de dictature, vous appelez ça comme vous voulez, c'était une dinguerie. Le premier âge d'or, lui, a eu lieu dans les années 80, avec une densité de champions inégalée, Connors, Lendl, McEnroe, Wilander, Becker, Edberg, et celui qui a tout impulsé de 74 à 81, le GOAT, Björn Borg. Quand on observe ces 2 âges d'or, il y a plusieurs points communs très intéressants. D'abord, la variété. Tous ces champions proposaient quelque chose d'unique dans leur style, dans leur jeu, dans leurs intentions et dans leur personnalité. Et ça, c'était encore plus le cas dans les années 80. On ne pouvait pas jouer plus différemment que Wilander et Edberg par exemple. McEnroe détestait Connors, qui détestait Lendl, mais cette poudrière était encouragée par un contexte. Même si les raquettes en fibre de carbone se démocratisent à partir de 1982, ce qui va permettre au power tennis de Lendl de dominer, la variété des surfaces persiste jusqu'au début des années 2000 et permet à tous les profils de s'exprimer. C'est dans ce contexte encore propice aux attaquants formés autour de la figure légendaire de Rod Laver que l'archétype classique de Roger Federer s'est conçu, et même si le Suisse a été dépassé par la physicalité, l'endurance, le pragmatisme d'un Nadal ou d'un Djokovic, les Fedal étaient encore une opposition de style remarquable. Aujourd'hui, les oppositions de style n'existent quasiment plus. Les frappeurs interchangeables ont pris le pouvoir et un seul style permet de dominer toute l'année sur toutes les surfaces.
surface. Appelez ça la sérénaïsation ou la djokovisation du tennis, c'est comme vous voulez. Avec les progrès matériels et la tolérance extrême des raquettes, avec l'uniformisation des surfaces, avec ces balles qui n'avancent plus à moins de les concasser, on a incité un seul style à s'imposer partout. Et beaucoup plus que la mort du Big Three, c'est cet appauvrissement programmé du jeu, cette fascination pour les rallyes interminables et les highlights qui en découlent, qui est le nœud du problème. Mais comme la Formule 1 qui modifie ses règlements pour empêcher de trop longues périodes de domination, est-ce que le tennis n'aurait pas intérêt à se réinventer pour refaire émerger des profils plus attractifs, plus spectaculaires? Aujourd'hui, on s'en rend compte, une trop grande responsabilité de l'avenir du tennis repose sur les épaules de Carlos Alcaraz, profil polymorphe, disruptif et spectaculaire. Alcaraz joue bien plus que pour lui, il joue pour l'intérêt du tennis et son avenir, et c'est un poids qui est énorme. L'ATP, avec son obsession pour le profit facile et ses Masters 1000 sur 12 jours, semble assez loin de ses préoccupations. Pourtant, on voit bien l'intérêt que le tennis pourrait retirer à recréer tout un écosystème favorable aux Kyrgios, au public, aux artistes, aux limeurs aussi, pourquoi pas, aux serveurs volleyeurs, aux instables, bref, à ceux qui génèrent tout un panel d'émotions. Alors, à quoi vont ressembler ces prochaines années? Eh bien, vous prenez 2 lance-balles qui se tirent dessus pendant des heures sans jamais se fatiguer, un arbitrage déshumanisé, et je crois que vous avez une photographie à peu près correcte de ces 5 prochaines années. Fallait pas liker tous ces rallyes interminables sur Instagram, hein, c'est de votre faute. Si vous ne likiez que ça sur Instagram, ça irait. Ah, c'est vrai que ça va faire mal. Hein. On peut ajouter les Français. Hein. C'est vrai qu'avec Joe Wilfried Tsonga qui est parti, il y a Richard Gasquet qui va partir aussi. Bon, avec Wawrinka, avec Murray, ça fait beaucoup de noms, mais moi j'y crois pas. Moi, je trouve que le tennis a toujours su historiquement se renouveler. Alors c'est sûr que c'est un peu difficile. Ce sont des légendes, mais déjà on voit Yannick Sinner, on voit Carlos Alcaraz. On peut se demander derrière. En effet, ça coince un petit peu, mais quand on voit déjà Yannick Sinner, la saison qu'il réalise, tout ce qu'on a dit sur ses pourcentages de victoire, c'est déjà un joueur qui n'est pas légal, mais qui, en termes de ce qu'il est capable d'accomplir, peut faire peut-être la même chose que les Federer ou les Djokovic à terme. Il y a Alcaraz qui est un joueur flamboyant, qui attire tous les regards. Donc moi, je suis quand même optimiste. Et puis, il y a toute une nouvelle génération qui va arriver, qui va s'affirmer. Je pense que, Arthur, vous allez pouvoir nous confirmer, il y a des joueurs incroyables sur le circuit, non? Mais qui ont des jeux surtout qui changent un petit peu, parce que c'est ce que disait SV dans sa vidéo, c'est un peu l'uniformisation aussi du style de jeu, des gros cogneurs du fond du court. Il y a un Alcaraz, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent apporter oui, chaque année il y a des jeunes joueurs, en tout cas on voit sur le circuit Challenger qui arrivent et qui, je pense, qui vont arriver aussi sur le circuit ATP. Chaque année il y en a des nouveaux, donc oui, je suis pas très inquiet pour les nouvelles générations qui arrivent. Après, c'est sûr, forcément, ça met un petit coup au tennis que voilà, le Big Three, Nadal, Federer, qui ont quand même été des légendes du sport, qui ont marqué le tennis. Et quand je dis ça va faire mal, c'est que je pense que les 3 plus grands joueurs de tennis du monde étaient dans la même génération. Donc forcément, ça peut faire un vide, mais je suis confiant à moyen terme parce que oui, comme vous l'avez dit, des Alcaraz, on se profile de devenir aussi des légendes, des Sinner aussi. Et je pense qu'on a quand même des profils et des caractères qui peuvent être attractifs pour le tennis. Donc non, hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais non, je suis pas inquiet, je pense. Oui, puis c'est cyclique, on disait la même chose. Alors là, les plus jeunes ne se souviennent pas, mais quand il y avait... On aime la nostalgie. Oui, mais quand il y avait McEnroe, Borg, et puis il y a eu Sampras, il y a eu Agassi, il y a eu toutes ces générations. On se disait, mais comment on va faire? Et puis ça s'enchaîne. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu difficile. Donc, c'est vrai que c'était sur la variété du jeu, des styles, des personnalités. Mais là, on a déjà un petit peu avec Alcaraz Sinner, hein, qui sont quand même pas du tout de la même trempe et qui sont très très forts tous les deux. On a dit adieu à Nadal ce week-end. Toi, tu nous as dit que c'était un joueur qui t'avait fait rêver. Si tu devais retenir un mot, un coup, une expression de Rafael Nadal, ce serait quoi? C'est dur de retenir qu'une seule chose de Rafa quand même. Ce serait réduire toute sa panoplie, son immense panoplie auquel il a fait rêver plusieurs personnes. Mais quand même, si je devais retenir une seule chose, c'est ses 14 titres à Roland. Je dirais surtout en tant que Français, Roland, c'est un peu mon objectif ultime. C'est ce pourquoi je m'entraîne tous les jours. Ça me tient à cœur en tant que Français de gagner Roland Garros et de voir qu'un joueur l'a gagné 14 fois. C'est quand même irréel. Donc je retiendrai ça. Et après, sinon, si on devait retenir un geste ou un mot, moi j'aime bien à l'époque, quand il levait son bras avec son genou
pour montrer toute la hargne qu'il a. Et ouais, j'aimais beaucoup ces images-là. C'est vrai qu'on en a revu beaucoup, hein, des archives, et ça fait une petite pointe au cœur quand même. Mais c'est bientôt Noël, et si vous voulez vous replonger dans l'histoire de Raphaël Nadal, dans des belles photos, eh bien j'ai une idée de cadeau pour vous. C'est le livre de Fabrice Abgral et François Thomazeau, Raphaël Nadal, le plus grand de tous les temps. On n'est pas là pour ouvrir un débat, je vous rassure. Il y a le même livre écrit par les deux mêmes, Abgral et Thomazeau, qui s'appelle Federer, le plus grand de tous les temps, et je pense qu'il va y avoir Djokovic qui va arriver à la suite. Il y a aussi les très beaux livres photos de Corinne Dubreuil, qui a consacré du temps à compiler toutes les belles photos qu'elle a prises sur le circuit pendant plus de 20 ans sur Nadal et puis sur Federer. Donc voilà des petites idées de cadeaux. Merci beaucoup Arthur d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Ouais, bonne prépa. Là, programme prépa, donc là je passe la semaine sur Paris, mais après tout le mois de décembre je serai à Dubaï pour la pré-saison, et après départ fin décembre pour l'Australie où j'ai 2 tournois avant l'Open d'Australie. Je vais faire Brisbane, Adelaide, donc je pense que c'est retransmis sur Eurosport. Mais oui, normalement. mais oui, tout donc j'espère que vous allez me suivre. C'est confirmé. Évidemment. Premier supporter. Et après, voilà, pour arriver frais et prêt pour l'Open d'Australie. Ça arrive vite. Oui, ça arrive vite. On y sera aussi pour vivre tout ça ensemble. Merci Olivier, merci à Seb et Flo en régie, à Nolwenn, Romain, à Quentin pour la préparation de cette émission, et merci à un autre Arthur de nous prêter main forte pour le son sur cette émission. C'était la dernière de Retour Gagnant de 2024, mais on vous réserve une petite surprise. Restez connectés sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Il y aura un petit bonus de Retour Gagnant avant d'aborder 2025. Salut!